Dans le troisième volet de cette étude, l'objectif c'est que le joueur puisse ramasser sur le terrain des trésors. Alors quand il a ramassé tous les trésors d'un terrain, il peut passer au niveau suivant. Les trésors, il y a deux contraintes. D'abord, il doit y en avoir un par nature de sol. Par exemple, là j'en ai un sur l'herbe. Et la deuxième contrainte, c'est qu'ils sont ordonnés. Et là, par exemple, je ne tombe pas sur le bon, donc je suis obligé d'aller chercher l'autre. Et donc l'autre trésor se trouve lui dans l'eau. Donc là voilà, j'ai ramassé le deuxième. Donc maintenant je suis sûr que celui-là c'est le bon. Je peux passer au niveau suivant. Troisième niveau. Je ne peux pas savoir à chaque fois quel sera le trésor à ramasser en premier. Et même la suite, je ne sais pas non plus. C'est pas celui-là non plus. Donc là j'ai pas de chance. C'est le dernier en fait qu'il faut prendre en premier, c'est le dernier vers lequel je me déplace. Donc cette fois je l'ai. J'ai pas fait attention, ça c'est le deuxième, donc il faut que je prenne l'autre d'abord. Hop. Voilà. Et voilà. Alors voilà, donc là ici il y en a deux qui sont juste l'un à côté de l'autre tout là-bas. Alors je vais peut-être aller d'abord à celui qui me semble le plus près. Et voilà. Et à la fin, quand on a terminé le dernier trésor, voilà, mon dernier niveau, je l'ai un peu raté, mais en tout cas, à la fin, quand on a terminé, on peut faire une nouvelle partie si on veut. Donc on relance et on réinitialise la partie, on se retrouve au démarrage, quoi. Alors la première question, c'est comment on va coder ces trésors, sachant qu'on veut qu'ils soient répartis sur les différentes natures de sol, et qu'en plus, ils soient ordonnés. Qu'on puisse et que l'ordre ne soit pas évident, c'est-à-dire qu'il ne soit pas prévisible, que ce ne soit pas toujours le cœur en premier ou des choses comme ça. Alors comment faire? Il y a plusieurs façons de faire en fait. Ce qui est sûr, c'est que a priori dans toutes les façons de faire, on va commencer par avoir besoin d'un trésor. Un trésor. Donc un trésor, ça va être un élément qui aura une position dans la matrice, qui sera déterminé par une lettre et une couleur. Éventuellement, il sera accompagné d'un message. Alors, je n'ai pas utilisé ça, mais on pourrait le développer. Ça peut être, au lieu d'être un trésor, par exemple, ça peut être des indices dans une quête. Ça peut être des questions qui attendent des réponses. Enfin, ça peut être pas mal de choses comme ça. Et un nombre de points. Alors, j'ai utilisé tout simplement ça, là, ici. Et ça, c'est pour dire si on y est passé ou pas. C'est-à-dire si on l'a ramassé ou si on ne l'a pas encore ramassé. Ensuite, c'est l'ensemble des trésors qui doit trouver une forme. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Alors moi, j'en ai testé deux. Celle que je vais vous présenter, c'est celle-ci. J'ai décidé de fondre l'ensemble des trésors dans chaque niveau. C'est-à-dire que pour un niveau contient un ensemble de trésors. Voilà. Alors avec un ensemble de trésors maximum, il y en aura 4. 4 trésors sera le maximum, mais on peut changer ça, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai besoin de savoir combien j'ai de trésors à mon niveau. Et à propos de l'ordre, quel est le trésor à trouver? Ça, c'est l'identifiant du trésor courant à trouver. Hein, ça servira à ça. C'est ce qu'on appelle en UML une composition. Sur le fichier niveau.c, on va rajouter l'initialisation de ce qui concerne les trésors dans l'initialisation du tableau Niv des niveaux. Alors, pour ce qui concerne la terre, elle reste la même, enfin le terrain reste le même, mais là on rajoute le tableau des trésors qu'on met à 0 au départ, donc juste avec cette simple instruction. Le nombre de trésors. Alors en fait, l'idée c'est que on a un trésor en fonction de chaque nature de terrain accessible
pour le joueur. Donc pour le premier niveau, il n'y en a qu'une, c'est le rien, ce que j'ai appelé rien, c'est-à-dire en fait c'est de l'herbe, j'aurais mieux fait de l'appeler herbe. Donc voilà, donc ça je le mets à 1 puisque ça veut dire que j'ai un trésor. Et puis l'identificateur du trésor courant à trouver, les identificateurs correspondront à ce qu'on doit trouver dans le tableau des trésors, dans l'ordre du tableau, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, etc. Donc le premier élément à trouver, c'est l'élément numéro 0. Voilà. Donc l'identificateur indique l'indice, de toute façon il n'y en aura qu'un, donc ce sera forcément celui qui se trouve à l'indice 0 dans le tableau des trésors. Pour le deuxième niveau, donc celui d'indice 1, de la même façon on met le tableau des trésors à 0, on indique qu'il y a deux trésors à prévoir, à trouver, et le premier à trouver est celui d'indice 0, le second étant sur l'indice 1. Pour le troisième niveau, c'est-à-dire le niveau d'indice 2, dans le tableau NIV, pareil, on a le tableau des trésors qui est mis tout à 0 au départ. Ensuite, le nombre de trésors, là j'en ai 3. Et le premier, c'est celui d'indice 0. Le second, ça sera l'indice 1. Et le troisième, l'indice 2. Pour le quatrième et dernier niveau, exactement de la même façon, on a le tableau des trésors à 0. On indique qu'on a 4 trésors à trouver. Et le premier sera celui d'indice 0. Avec l'introduction des trésors dans les niveaux, sur niveau.c, on a 3 nouvelles fonctions dédiées au traitement des trésors. Premièrement, on a niveau trésor init, qui est la fonction principale, en fait c'est la fonction essentielle qui crée les trésors et les répartit sur les différentes natures de terrain. On a une fonction qui détermine l'ordre des trésors dans lesquels les trésors devront être trouvés. Cette fonction est appelée à l'intérieur de celle-ci au moment de la création, l'initialisation des trésors. On a également une fonction d'affichage, donc qui va permettre d'afficher les trésors. Et cette fonction va être appelée après l'affichage d'un niveau. Donc elle est appelée dans la fonction niveau affiche. Les noms des 3 fonctions de traitement des trésors sont tous précédés d'un tiret, d'un underscore, pour signifier qu'elles ne seront appelées que sur niveau.c. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment localisées sur ce fichier et nulle part ailleurs dans le programme on ne va les utiliser. Donc ça facilite la lecture du programme et ça permet de mieux s'y retrouver ensuite. Dans un langage objet, on dirait qu'elles sont private, c'est-à-dire réservées à une classe, et là en l'occurrence ce serait la classe niveau. Mais l'intérêt des trésors, c'est que le joueur puisse les ramasser. Alors on doit doter le joueur du moyen de trouver les trésors. C'est le rôle de la fonction joueur check trésor. Et cette fonction évidemment se trouve sur le fichier joueur.c. Dernière fonction associée au trésor, qui est née de l'insertion des trésors, c'est la fonction je_receipt. Parce qu'avec l'insertion des trésors, il y a maintenant le passage d'un niveau à l'autre et éventuellement le fait, quand on arrive à la fin, au dernier niveau, de refaire une nouvelle partie ou pas. En soi, l'initialisation des trésors n'est pas très difficile. Ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on est obligé de les répartir sur différentes natures de terrain et également de les ordonner. C'est-à-dire que quand le joueur les cherche, il ne les trouve pas tous toujours dans le même ordre. Alors sur niveau.c, la fonction niveau trésor init se charge de créer les trésors et de les répartir sur les différentes natures de sol et également de déterminer un ordre de ramassage. Alors comment fonctionne cette fonction? Alors pour chaque niveau, donc on va parcourir tous les niveaux, on récupère un pointeur sur le niveau courant. Ça c'est juste une facilité d'écriture. Je rappelle que niv, qui est le nom du tableau, sa valeur c'est l'adresse mémoire du début du bloc de ce tableau. Et plus i, ça veut dire que je fais plus i fois size of niveau. Donc je me déplace en mémoire
de i fois sizeof niveau octet. Voilà, donc du coup, ça, c'est bien une adresse mémoire, et je la récupère, qui concerne le niveau i, hein, parce que si i vaut 0, bah, c'est le tableau, c'est le début. Hein. Si i vaut 1, bah, c'est un bloc niveau plus loin, etc. Donc dans niv, je vais bien avoir l'adresse mémoire du niveau i. Voilà, donc à partir de quoi je vais accéder à tous les champs avec la flèche. Hein. Ça va être niv flèche. Alors premièrement, qu'est-ce que je fais? Je mets l'identificateur de trésor à trouver à 0. Donc ça sera toujours comme ça. L'ordre est toujours le même en réalité. Dans le tableau des trésors, c'est l'indice 0, après l'indice 1, après l'indice... Voilà. Par contre, les trésors, eux, ne seront pas toujours répartis de la même façon sur le sol. Et c'est ça qui va me déterminer l'ordre sur lequel ils sont, on doit aller les chercher. C'est-à-dire l'ordre des sols sur lesquels on doit les trouver. Donc par défaut, l'ordre initial, c'est le premier, donc c'est sur rien. Ensuite, c'est l'eau, le feu, le marais. Si par exemple j'ai deux natures de sol, j'ai que ces deux-là, hein, à chaque fois, il faut qu'on ne puisse pas savoir si c'est de l'eau, le premier est dans l'eau, ou bien il est sur l'herbe. Ça, voilà. Et bien tout simplement, comment je vais faire? Je récupère donc cet ordre par défaut, et je fais un mélange. Hein. C'est le rôle de cette fonction. Elle va mélanger cet ordre-là, en fait, en fonction du nombre de trésors dont j'ai besoin. Hein, si j'ai besoin de 1, là, c'est même pas la peine de mélanger, parce qu'il sera forcément sur rien. Si j'ai deux natures de sol, c'est-à-dire par exemple rien et eau, là, je brasse comme des cartes, je mélange, de façon à ce qu'on ne puisse pas savoir où se trouve le premier à ramasser. Voilà. Si j'en ai 3, même principe, et si j'en ai 4 aussi. Alors, cette fonction niveau trésor ordre, elle est très simple. On peut aller la voir, elle est juste en dessous. La voilà. Donc elle prend en paramètre le nombre des trésors, hein, et l'ordre, le tableau qu'on vient de voir, donc qui donne au départ un ordre par défaut, et le nombre de trésors. Alors, ce que je vais faire, donc si c'est supérieur à 1, c'est-à-dire si j'en ai au moins 2. Hein, si j'en ai qu'un, ce n'est pas la peine de faire un mélange. Donc si j'en ai au moins 2, 20 fois, je fais exactement comme fait un joueur de cartes qui mélange un jeu de cartes. Je permute les positions. Je le fais 20 fois. Hein, donc je prends une première position S1 au hasard. J'en prends une seconde S2 au hasard également. Si elles sont différentes, évidemment, si par hasard je tombe sur la même, ça ne vaut pas le coup. À ce moment-là, je permute les deux positions. Hein, donc ça, c'est un vieil algorithme qu'on a vu au tout début. Donc voilà, donc je récupère le 1 dans temp, ensuite je récupère le 2 dans le 1, ensuite je mets le temp, c'est-à-dire le 1 du début, dans le 2. Voilà, donc j'ai permuté les deux positions. Voilà, donc si j'ai 3 trésors, ça le fera je prends 2 positions au hasard et à chaque fois je permute. Hein, voilà. Si j'ai 4, pareil. Si j'en avais 8, ce serait la même chose. Donc cet algorithme-là fonctionne quel que soit le nombre des trésors. Voilà, donc une fois que j'ai mélangé ça, je ne sais plus ici quel est l'ordre. En fait, hein, il peut être complètement changé. Donc le premier trésor, admettons que je sois sur le 4e niveau, le premier trésor, c'est peut-être celui qui est sur le marais, c'est peut-être celui qui est sur le feu ou bien sur l'eau, on ne sait pas. Alors ensuite, je vais parcourir tous les trésors selon le nombre de trésors que j'ai dans le niveau courant, c'est-à-dire le niv. Hein. Donc je fais une boucle, je regarde, et je vais les mettre sur actif chacun. Donc à chaque fois je le mets sur actif, première chose. Deuxième chose, je détermine un nombre de points. Alors je prie au hasard entre 1 et 10. Ensuite je vais chercher une position. Et c'est là que l'ordre du sol va me servir. Je vais chercher une position, donc l'algorithme est toujours le même, hein, sauf que là, la différence c'est que le test, ça va être, tant que la position que j'ai trouvée n'est pas sur le sol qui m'intéresse, hein, donc là, par exemple, si c'est l'eau que je dois être, sur lequel je dois être
Hein, par exemple, le trésor 0, si l'indice 0 correspond à de l'eau, eh ben, tant que je ne suis pas sur de l'eau, ma position ne me convient pas. Donc je cherche une position qui va être sur de l'eau en avançant en X ou bien en avançant en Y. Une fois que j'ai trouvé une position qui me convient, à ce moment-là, je la récupère comme position pour ce trésor-là. Alors ensuite, en fonction du trésor lui-même, hein, j'ai décidé que de toute façon, quand on était sur rien, on avait toujours la lettre numéro 3, c'est-à-dire un cœur. Hein. Alors ça, on peut le changer si on veut, on peut faire autrement. Donc sur l'eau, on aura toujours le carreau, on aura toujours le trèfle sur le feu et le pic sur le marais. Bon, ça, si on veut changer, on peut. Alors ensuite, la couleur, je récupère la couleur de fond qui correspond à la couleur de fond de la nature de sol sur lequel se trouvera mon trésor. Et je l'inverse, c'est-à-dire au lieu de l'avoir pour le fond, je le veux pour la lettre. Donc je le décale de 4 bytes vers la droite. Ce qui fait que ça... Ce qui permet de le différencier, parce que sinon ça ne se voyait pas bien. Donc comme ça, il a un fond noir, avec la lettre de la même couleur que le sol sur lequel il se trouve. Alors ça sera toujours un carreau en fait sur l'eau, donc ça sera un carreau bleu sur du noir. Sur l'herbe, ça sera un cœur vert sur noir, etc. Voilà, c'est tout en fait pour ce qui concerne la fonction, enfin les deux fonctions d'initialisation, qui concernent l'initialisation des trésors pour chacun des niveaux. La fonction d'affichage des niveaux, c'est niveau trésor affiche, est très simple. Donc on parcourt tous les trésors d'un niveau, enfin du niveau courant, le niveau c'est le niveau courant, nive de le niveau .nb trésor, c'est le nombre de trésors à ce niveau. On récupère un pointeur qui correspond au trésor concerné, donc c'est nive de le niveau .trésor plus i. C'est la même technique que celle qu'on a utilisée dans la fonction niveau précédente. Et à partir de quoi on va pouvoir afficher le trésor concerné à sa position, donc T flèche X, T flèche Y, et selon sa lettre, T flèche lettre, et sa couleur, T flèche color. Alors cette fonction niveau trésor affiche, elle est appelée dans la fonction niveau affiche, puisque c'est finalement terminer l'affichage du niveau, c'est afficher les trésors qui sont sur ce niveau. Sur joueur.c, le joueur, quand il avance, a besoin de vérifier qu'il trouve ou pas un trésor. Ça va être le rôle de la fonction joueur check trésor. Donc elle va prendre la position du joueur, elle va vérifier en passant en revue tous les trésors du niveau, si le joueur tombe sur un trésor ou pas. Alors cette fonction, pour bien la comprendre, on va voir où elle est appelée. Elle est appelée dans joueur run. Après le switch des flèches, une fois qu'on a géré en tout cas le mouvement, avec le virtual move, je rappelle, par exemple la flèche gauche, s'il bouge, on fait le mouvement virtuel, c'est-à-dire on a Px, c'est sa position courante, moins Dx, ce serait le pas qu'il accomplirait si on appuie sur une flèche gauche, donc qui va vers la gauche. Si on reste dans la matrice, on récupère le sol sur lequel il arriverait, et on appelle la fonction virtual move qui va opérer ou pas le déplacement, c'est-à-dire qu'il n'opérera pas le déplacement s'il est sur un mur ou un bord. Alors une fois qu'on a vérifié donc toutes les flèches de la même façon, ensuite on sort de ce switch et on regarde ici, est-ce qu'on a appuyé sur la touche Return? Alors si on n'a pas appuyé sur cette touche et qu'il y a bien eu un mouvement, c'est-à-dire que la position initiale du joueur est différente de la nouvelle position Px, Py, à ce moment-là, maintenant on ajoute ça, ce test-là, pour voir s'il y a, en plus, est-ce qu'on a trouvé ou pas un trésor. Alors la fonction joueur check trésor prend évidemment la position virtuelle, donc
possible du joueur, la nouvelle possible position du joueur, et on va vérifier que c'est inférieur ou égal à niveau parce que cette fonction retourne 3 valeurs. Elle retourne -1 quand le joueur ne trouve aucun trésor. Elle retourne 0 si le joueur trouve un bon trésor. Et elle retourne 1 s'il trouve un mauvais trésor. Donc si c'est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si ce sont ces deux valeurs-là, le joueur avance. Parce que quand il trouve un bon trésor, il écrase, en fait, il marche sur le trésor qu'il trouve. Il entre dans la case où se trouve le trésor. Donc dans ces deux cas, on va effacer le joueur à la position courante, récupérer la nouvelle position et l'afficher à la nouvelle position. Dans l'autre cas, donc si la fonction retourne 1, à ce moment-là, on ne fait rien. Hein, parce que quand il tombe sur un mauvais trésor, un trésor qu'il n'a pas le droit de ramasser, il n'avance pas. Alors maintenant qu'on voit comment elle est manipulée, cette fonction, on va pouvoir voir comment elle est faite en fait. Donc on va y aller. Donc là, on prend la position virtuelle du joueur, donc celle qu'il aurait s'il avance d'un pas. Ici, par défaut, on dit qu'il ne trouve pas de trésor. Et ensuite, on passe en revue tous les trésors du niveau courant. Hein, donc i égale 0 au départ. I inférieur à niv du niveau courant, donc niveau num.nb trésor. Hein, je peux en avoir qu'un, mais je peux en avoir 4. Et là, je récupère un pointeur sur le trésor concerné, c'est-à-dire niv de niveau num.trésor plus i, même technique que celle qu'on a utilisée dans niveau.c. Hein. Voilà, donc là, il ne faut pas oublier que trésor ici, c'est un tableau. Hein. Donc ça vaut l'adresse mémoire du premier élément, plus i, ça nous déplace en mémoire de i fois size of trésor. Donc ça nous permet de récupérer l'adresse mémoire de trésor i, hein, du im trésor. Donc ensuite, je regarde si le trésor récupéré est actif. Enfin, le trésor que j'essaye de... Ce trésor-là, est-ce qu'il est actif déjà? Ensuite, est-ce que sa position x est égale à la position x sur laquelle le joueur arrive? Pareil pour les y. Et si les deux sont vrais, ça veut dire que là, il y a collision. Il marche sur le trésor. Il entre dans la case du trésor. Donc dans ce cas-là, trésor trouvé, donc je mets res égale 1. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que c'est le bon trésor? Est-ce qu'il a le droit de ramasser ce trésor-là? Alors pour que ce soit vrai, il faut que i, donc le trésor i, soit égal à l'identifiant du trésor à trouver. Hein, donc c'est-à-dire niv de niveau num.id trésor doit être égal à i. Voilà. Alors si ça c'est vrai, non seulement il a trouvé un trésor, mais en plus c'est le bon trésor. Donc à ce moment-là, res passe à 0. Hein, ce qui indique qu'il a trouvé le bon trésor. Dans ce cas-là, le trésor de ce trésor-là, ce trésor i, qui est le bon trésor, il le ramasse. Donc actif passe à false. Il récupère les points qui vont avec. Donc plus égal, enfin le joueur.score plus égal le trésor flèche point. On fait un affichage pour dire qu'il a trouvé le bon trésor, le IM bon trésor, et que son score maintenant a évolué. Et on passe au trésor suivant. Maintenant, il doit trouver le trésor suivant qui est id trésor plus. Alors, également, on doit regarder si le niveau est terminé. Hein. Alors ça, c'est une fonction qui se trouve sur niveau.c. Alors on va aller la voir. Alors c'est niveau terminé. Là voilà, donc c'est très simple. Je retourne, je fais un test. Est-ce que l'identifiant de trésor actuel est égal au nombre de trésors? Si oui, c'est qu'on a trouvé tous les trésors. Hein, ça me permet de savoir que le niveau est terminé. Hein, donc je reviens là où j'étais. Voilà, donc si le niveau est terminé, maintenant il faut voir également si il s'agit du niveau final. Donc c'est le rôle de la fonction niveau final ici, donc qui est pareillement sur niveau.c.
Donc c'est pareil, c'est une petite fonction qui retourne ce test. Est-ce que le niveau, qui est un indice dans le tableau de NIF, correspond à l'indice du dernier élément, c'est-à-dire niveau max moins 1. Donc si oui, ça veut dire que c'est le niveau final. Donc dans ce cas-là, j'affiche, est-ce qu'on fait une nouvelle partie? Je pose cette question aux joueurs. Sinon, j'affiche, on passe au niveau suivant simplement. Il y a encore des niveaux à passer. Voilà. Donc là, on peut rajouter des choses si on a besoin. Par exemple, ce qui est embêtant ici, peut-être qu'ici, il faudrait passer automatiquement. Plutôt que de faire ça, passer au niveau suivant automatiquement. Je ne sais pas, si à voir. À voir. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, pour l'instant. Et alors, ici, si donc on n'a pas trouvé le bon trésor, donc on n'a pas le droit de le ramasser, dans ce cas-là, je vais faire un affichage, else, mauvais trésor trouvé. Alors ça, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que ça permet quand même d'aider un peu. Et puis aussi, ça me permettait de tester pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait bien collision avec mon trésor, etc. Par ailleurs, sur joueur.c, j'ai repris ce que j'ai commencé de faire sur niveau.c, c'est-à-dire que toutes les fonctions qui sont locales à joueur.c, c'est-à-dire qui ne sont appelées que sur joueur.c, sont précédées, leur nom est précédé d'un tiret. Voilà. Donc ça m'évite de m'interroger sur est-ce qu'elles sont appelées ailleurs ou pas. Donc c'est plus facile pour moi ensuite de lire le programme parce que je sais que ces fonctions, toutes ces fonctions-là ne sont appelées qu'ici. Donc les deux autres, il n'y a que ceux-là, ces deux-là, qui sont appelés ailleurs, sur un autre fichier. Donc ça c'est pas mal, donc je l'ai gardé en fait pour le reste. La fonction jeu reset est appelée au lancement du programme avant la boucle de jeu. Pourquoi? Parce qu'elle crée une partie. Elle commence en appelant niveau reset, ce qui recrée tous les trésors pour l'ensemble de la partie, pour tous les niveaux, et remet le niveau courant à 0. Ensuite, elle affiche le niveau courant, donc le premier niveau, et elle initialise le joueur pour ce niveau. Alors elle est appelée également dans joueur.c au moment où on appuie sur la touche Return. Et elle est appelée dans le cas où on se trouve au niveau final. Alors il y a une correction à faire qu'on pourrait apporter au programme tel que je l'ai écrit. C'est que dans le fond, niveau suivant pourrait inclure ces deux choses. Le niveau d'affichage et joueur init. Et du coup, niveau final, ou plutôt la fonction niveau reset, pourrait également être complétée. Cette fonction-là, niveau reset, pourrait être complétée. Alors c'est ce que je vais tenter de faire. Alors premièrement, dans niveau.c, niveau reset, je vais lui adjoindre l'affichage du niveau et l'initialisation du joueur. Je vais faire la même chose pour le niveau suivant, puisque c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Voilà, donc ici ça signifie, je crois, que niveau affiche va rester local ici, n'est plus appelé nulle part ailleurs, donc je dois pouvoir le renommer. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, dans joueur.c, on va aller d'abord. Dans joueur.c, ici, donc ça ne sera plus jeu reset, mais ça sera niveau reset. Voilà. Et ici, oui, alors ça a changé maintenant. Donc ici, on va avoir maintenant niveau suivant. Donc à la place de ça, on va avoir maintenant niveau suivant. Voilà.
Et comme ça, c'est plus simple. Donc ça, je vais le retirer. Ça me fait une fonction de moins. Ça ne m'alourdit pas le code. Et en principe, ça devrait fonctionner. Donc je peux même enlever les accolades. Voilà, donc dans Aventure, la déclaration, ben, j'en ai plus besoin, donc je vais la mettre en commentaire pour l'instant. Et sur jeu.c, alors ici, ça va être, du coup, ça, je le mets en commentaire. Et là, je vais appeler niveau receipt. Voilà, niveau receipt. Et cette fonction, elle passe en commentaire. Et normalement, si j'ai pas oublié quelque chose, ça devrait fonctionner. Ça marche. Voilà, donc normalement ça marche. Donc là, je peux passer au niveau suivant. Je vais aller au dernier niveau. Je vais essayer de gagner le niveau. Ça marche. Ça marche. Donc voilà, donc ça a permis d'éclaircir un petit peu le code. Hein. Je reviens dessus. Donc dans niveau, voilà, donc j'ai maintenant simplement niveau suivant qui me permet de passer à un autre niveau. Niveau receipt qui me permet de reprendre une nouvelle partie. Et puis l'affichage des niveaux maintenant se trouve localisé uniquement sur la page niveau.c. Voilà, alors ça c'est quand même super pratique. Quand je regarde ici, je vois toutes les fonctions qui sont locales à la page niveau.c par exemple. Et pareil pour joueur.c. Voilà. Donc ces deux-là, elles sont toujours appelées par ailleurs, hein, puisqu'il y a joueur init et l'autre, donc là c'est correct. Et puis celles-ci également, elles sont appelées sur d'autres fichiers.